vais vous présenter la séance très rapidement en vous disant bien sûr que on a fait ça de façon avec des balises très flottantes pour permettre en fait aux auteurs de parler de ce qu'ils avaient vraiment envie de parler, c'est-à-dire d'abord de leur travail. Mais ce premier atelier sur la question du territoire, en fait, vient d'une question qu'on pourrait formuler ainsi, écrit d'où? Écrit d'où parce que l'époque où l'écrivain québécois francophone était presque automatiquement associé au rêve d'un pays à venir semble bien révolu. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la question du territoire et de l'identité et de ce qu'est un écrivain québécois ne se pose pas. Comment faut-il envisager l'adjectif québécois? Alors évidemment, on pourrait balayer la question en disant, je ne sais pas, une formule genre « mon pays, c'est la planète », mais ça fait un peu benton. Je pense qu'il y a moyen de rendre ça un peu plus, d'affiner cette question-là un peu plus. En fait, cette question du rapport au territoire et du lieu d'où on écrit, on peut peut-être la poser aussi à partir d'une réflexion de Pierre Neveu qui écrivait dans l'intérieur du Nouveau Monde ceci. Ce qui est premier du point de vue de la culture, ce n'est pas l'espace, c'est la position que se creuse le sujet dans son monde et dans le langage. Et donc, c'est la question du sujet qui est en jeu ici, d'un côté, la question du langage de l'autre, évidemment, les deux peuvent se joindre. Alors, écrire d'où, ça peut aussi, c'est une question qui peut aussi se poser d'un point de vue peut-être plus directement politique. Hein? L'engagement, est-ce que ça signifie quelque chose aujourd'hui en littérature? On a l'impression, en tout cas, que c'est une question qui fait retour de plus en plus, ce qui ne signifie pas qu'on a envie de revenir au réalisme socialiste avec nostalgie. Mais la question politique, elle est, je pense, de plus en plus présente aujourd'hui dans les œuvres littéraires québécoises, directement ou indirectement, implicitement ou explicitement. Donc, question politique institutionnelle peut-être, mais aussi, bien sûr, question littéraire qui touche aussi bien, si on parle du territoire, la question du descriptif, mais aussi le point de vue narratif, la manière par laquelle on aborde formellement la question du territoire. Alors, parler du territoire, ça peut aussi signifier un rapport ontologique singulier à un espace, qui peut être un espace connu, mais qui est déplacé, qui est singularisé. Une façon originale, neuve de voir Paris, New York ou Montréal, ou alors un espace qui est entièrement imaginaire autour duquel l'individu se recrée, le sujet se recrée dans le roman, que ce soit un espace utopique ou dystopique, que ce soit un espace de solitude ou un espace de foule. Alors, pour aborder donc de façon très libre cette question, on a invité deux romancières dont les œuvres, je pense, permettent d'approcher cette question du territoire de manière imprévisible, ou en tout cas qui permettent de l'aborder d'une façon imaginaire, originale. Donc, je vais vous les présenter toutes les deux. Perrine Leblanc d'abord, qui prendra la parole la première, et avant qu'elle prenne la parole, Camille va nous lire des extraits de son œuvre. C'est une journée consacrée à des écrivains, alors on va bien aussi entendre leurs textes. Donc, Perrine Leblanc fait des études en littérature, a publié son premier roman, L'Homme blanc, en 2010, d'abord au Cartanier, et puis dans la collection Blanche chez Gallimard. Collection Blanche, où elle a aussi publié son deuxième roman en 2014, Malabour. Alors, la question du territoire, elle est présente de différentes façons. Je rappelle que L'Homme blanc se déroule sur plusieurs décennies entre les camps staliniens et la Roumanie post-communiste. C'est un roman, vous le savez, qui a eu beaucoup de succès à la fois critique et public. Il a remporté le Grand Prix du livre de Montréal et le prix du gouverneur général, notamment. Et Malabour est situé, alors dans une autre perspective sur le territoire, dans une ville fictive du Québec, de la Gaspésie plus précisément. Et elle travaille actuellement à un troisième roman dont elle parlera. Marie-Hélène Poitras aussi fait des études littéraires. Elle travaille comme chroniqueuse à Radio-Canada et aussi à la programmation et à la rédaction de textes, c'est bien ça, à l'émission Belle et Bomme. Elle a publié un premier roman en 2002, Soudain le Minotaure, un roman fort qui a remporté le prix Anne Hébert. Son plus récent roman, Griffintown, qui est aussi un succès, qui a remporté le prix France-Québec,
a été publié en France aux éditions Phébus, comme d'ailleurs Soudain, le Minotaure, qui, cette année, qui a été vient d'être publié en France chez Phébus. Et Griffintown qui va paraître en anglais prochainement chez Cormoran. Je ne sais pas s'il y a une date d'avance. C'était 2015. 2015. Ah, Donc, bon, alors, en plus, il y a des traductions qui s'en viennent. C'est vraiment des œuvres en cours, là, tout à fait. Marie-Hélène, il faut le dire, a été cochère pendant un certain temps dans le Vieux-Montréal et on n'est pas étonné quand on lit Griffintown et qui décrit je dirais, un étonnant Montréal de Far West. En tout cas, on a l'impression de voir deux mondes se superposer et c'est un roman d'où on sort avec un immense amour pour les chevaux, à moins d'être vraiment sans cœur. J'espère que... mais même allergique, on peut les aimer à distance quand même. Voilà. Alors, avant de laisser la parole à Perrine, Camille va nous lire des extraits. Donc, le premier extrait est tiré de L'Homme blanc. Les monts K. Dans la zona, il dirait aux autres prisonniers « J'ai volé pour la première fois à l'âge où les enfants apprennent à lire. » C'était sa façon de résumer les premiers temps de son art. Il s'appelait Nicolas, mais tout le monde le surnommait Colia. En prison, après l'implosion de l'Union, il découvrirait la pérennité de certaines conditions d'existence dans les enclos où les hommes devenaient des bêtes marquées. Il traîna avec lui, dans le monde libre, l'odeur des chiottes du camp et des morts qu'on découvrait au printemps. Cette odeur reste en mémoire et sur soi. Les corps qui revenaient du bagne étaient indécrottables. Colia vit le jour en 1937 dans un camp de travail. Il a toujours préféré taire le nom complet de son lieu de naissance. Nous nous contenterons de dire qu'il s'agit des monts K. La Sibérie recouvre environ 13 millions de kilomètres carrés. À certains endroits, c'est une fosse commune et sceptique. Deuxième extrait. Entre le mont Silverwood et la mer, il y a Malabour. Le village couvre une superficie de 235 km². Sur son territoire, on trouve une rivière à saumon, une portion de route nationale, une forêt composée principalement de conifères, et au cœur de cette forêt, un lac que les enfants de la région appellent la Tombe. Malabour est sur la rive nord de la baie des Chaleurs, mais l'eau est salée à cet endroit, alors on dit la mer. Le ciel de Malabour n'est pas creux. Il manipule les gens comme un chaman. La nature, souveraine, crochet d'un dieu hasard dont on ne sait pas grand-chose, se manifeste à sa façon dans le gène qui dessine les visages malabourgeois depuis 200 ans. À Malabour, on a le menton en galoche. Les filles de la nouvelle génération rendent fous les hommes du cru au visage de pêcheurs et à la paume sans âge. Elles ont le cœur pulpeux, là où le regard mâle cherche du rebondi. Quelque chose de ferme, doux et chaud, pour remplir une paume rêche, rarement propre à cause des travaux manuels qui ne sont pas le lot des maîtres au village. Le type usé cherche un corps jeune pour essuyer ses mains crottées d'hommes vaillants. Un corps torchon qui sent bon la vanille importée, la mauvaise gousse taillée, puis frottée entre les seins et à l'attache des bras, qui n'a pas connu le fil du couteau sur la veine la plus apparente, celle qui pisserait rouge si on la tranchait dans le sens de la mort. Les hommes ont le visage buriné prématurément, vieilli par le soleil, le sel que le vent charrie beau temps, mauvais temps, l'acide dans l'eau de pluie qui décape les gorges les plus délicates avant la fin, et par la vie, injuste et chienne. Jeunes, ils ont l'air vieux. Vieux, ils ont l'air morts. Mina n'a pas hérité du menton de la famille de son père, ni des formes dont la nature a pourvu les autres filles de son âge. Elle a les cheveux noirs, le teint mat et le bas du visage de sa mère. Elle n'a pas de sein. Les poumons les ont mangés.
Dans un grand village de châtains, originaire pour la plupart de Mont-Bleu, un hameau fondé par les Acadiens dans le nord-ouest de la municipalité, et de roux, installé dans les hameaux de Fairtown et de Salmon Lake. Le noir corbeau de ses cheveux suffit pour la rendre suspecte. On se méfie d'elle. On la traite de gothique, de sauvage, de kawish. Mais elle laisse faire. On ne s'intéresse pas vraiment à elle au demeurant. Elle se fout des autres de toute façon. On lui donnerait 14 ans avec ses tétons de fillette et ce visage aux traits doux, caché à moitié derrière un rideau de cheveux noirs. « T'es dans le chemin, Mina. » C'est Alexis. Il a le menton en galoche, les yeux ronds et rapprochés comme ceux des Anglais, une grande bouche aux lèvres minces, mangées, qui s'étire dans un sourire de timide qu'il n'offre pas souvent aux autres. Il vend des fleurs et des plantes. Il offrait des roses à Geneviève avant sa disparition. Il a associé toutes les jeunes filles de Malabour à une fleur. Geneviève, sa préférée, c'était la rose de Dama. Alexis a 21 ans. Il dort dans la grange qu'il a équipée pour son travail et la vie quotidienne. C'est son atelier, ses appartements et la serre où il élève des fleurs, des plantes et des herbes aromatiques. Il vit avec 3 chats, restés un peu sauvages. Il dégage une vague odeur d'ammoniac, de transpiration et de sauge. Il aurait pu prendre le ciré jaune des ouvriers de la mer ou des pêcheurs de saumon de l'Atlantique pour faire comme son père, comme tous les pères du village qui ne sont pas agriculteurs, comme les fils de ses pères qui deviendront pères pêcheurs à leur tour. Mais l'odeur du poisson et des fruits de mer, mais à l'odeur du poisson et des fruits de mer, il préfère celle des fleurs, parce que la résistance des fleurs à la puanteur des chiens sales est étonnante. Et le monde est peuplé de chiens sales, pense-t-il. Merci. Bonjour. Je suis née à Victoriaville. Je suis née à Montréal. Bon, je suis née à Montréal, mais j'ai grandi à Victoriaville. Est-ce qu'il y a des Victoriavillois dans la salle? Bon, je ne veux insulter personne. Mais Victoriaville, dans les années 80-90, c'est l'époque de ma jeunesse, c'était une ville de 30-35 000 habitants, très, très homogène. C'est-à-dire qu'on était chrétiens ou athées. Il y avait un blanc, tous blancs. Et c'était conventionnel. Et c'est une homogénéité que j'ai trouvée étouffante. Parce que j'ai grandi dans une famille d'artistes, d'intellectuels, et j'étais toujours celle le mouton noir. Ce qui fait que je me suis passionnée très jeune pour la Russie. J'ai essayé à 12-13 ans d'apprendre la langue toute seule. Donc c'était vraiment toutes les Russies. Russie soviétique, Russie impériale, Russie d'aujourd'hui, dont on ne sait pas trop ce qu'elle représente. Elle est un peu la langue, la culture, le folklore, la bouffe, tout. C'était une forme d'évasion. C'est quitter, c'est un présent qui est inconfortable. On cherche autre chose. Et j'allais pas fuguer en Russie à 12 ans. Donc, je me suis vraiment, c'est développé une passion pour la Russie. Et c'est, voilà, jusqu'à l'université, j'ai suivi des cours de langue russe. Alors, pour moi, c'était naturel de situer mon premier roman dans cette Russie qui m'a accompagnée jusqu'à l'âge adulte. J'ai eu l'idée de l'homme blanc qui a porté toutes sortes de titres. Je vais vous en parler. C'est la fabrication du livre, ça aussi. En 2004, j'avais 24 ans. En Roumanie, j'accompagnais mon amoureux avait été invité à un festival. Je l'accompagnais en Roumanie. Et puis, il nous est arrivé une petite mésaventure à Bucarest que je raconte dans la note d'auteur. Et ça a déclenché quelque chose en moi. Donc, l'idée du roman, d'un personnage de pickpocket, prestidigitateur, né au goulag, m'est tombé dessus ce jour-là. Et j'ai mis sur papier la première version de l'homme blanc.
c'était un monologue intérieur. C'était vraiment le personnage de Kolia, 200 pages, monologue intérieur. Il n'y avait pas eu de recherche, je n'avais pas fait de recherche documentaire ou socio-historique pour situer. C'était vraiment un texte, ce qu'on appelle en cinéma une bible du personnage. Et je l'ai intitulé Lux, L-U-X. Je ne connaissais pas encore la maison d'édition à l'époque. Et je l'ai mis vraiment comme une terre en jachère, je l'ai laissé là et j'ai eu un poste d'éditrice chez le MEAC. Donc pendant 4 ans, j'ai accompagné des auteurs de premiers romans dans l'aventure de la publication d'un premier livre et je triais les manuscrits au service de... Donc ça a changé, ça a transformé aussi ma lecture, ma phrase aussi. Et j'ai repris ce texte-là en 2009. Je l'ai relu. Et j'ai rencontré Éric Larochelière au Cartanier, qui est l'éditeur, le directeur du Cartanier. Cartanier qui a publié depuis Arvida de Samuel Archibald, La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson, qui vient de gagner le Grand Prix Archambault du premier roman. Mathieu Arsenault, qui a publié La vie littéraire l'année dernière. C'est en avril 2014, c'est ça? Ouais. Donc, j'ai rencontré Éric et puis je lui ai dit, écoute, on a signé un contrat, mais je lui ai dit que j'ai envie de changer de point de vue narratif. Donc ça veut dire transformer vraiment le roman. Il m'a dit, écoute, j'ai signé, c'est ce manuscrit-là que j'ai pris, mais si tu m'envoies les 3 premiers chapitres de ta réécriture et que ça va, je te dis go. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai transformé, voilà, j'ai changé le point de vue narratif, mais j'ai eu besoin, à ce moment-là, j'ai eu besoin de faire une recherche documentaire, iconographique importante. Je suis allée chercher des photos de Henri Cartier-Bresson, parce qu'Henri Cartier-Bresson est un photographe important. Il a fondé Magnum, une agence de photos presse importante. Et Henri Cartier-Bresson est un des premiers photographes occidentaux à avoir eu accès à l'URSS officiellement, donc en 1954. Et mon personnage quitte le goulag en 1954. Il arrive à Moscou en 1954, donc c'est extraordinaire. J'avais des photos d'Henri Cartier-Bresson à ce moment-là. Mais ces photos-là sont des mises en scène. C'est-à-dire que c'était, évidemment, le KGB n'allait pas le laisser faire ce qu'il veut. Il allait photographier des trucs. On t'amène à l'usine, ben, ça va être, le contremaître est une femme. Parce que ça, c'est l'image du socialisme tel qu'on le souhaite. Voilà. Les femmes sont heureuses, tout le monde va bien. Sur les étalages, il y a de la bouffe. Dans les parcs, on joue aux dames, on joue aux échecs et il y a des appareils de musculation. Donc, c'est des mises en scène. Mais ce qui est extraordinaire, ce qui m'intéressait dans ces photos-là, et ce que je suis allée chercher pour mon roman, c'est OK, en 1954, il y avait un tramway, donc la ville était vraiment électrifiée. OK, il y avait des grues dans le ciel. Les femmes portaient des robes à fleurs. Les visages, ils ont l'air jeunes, mais on sent qu'ils l'ont eu. Tu sais, l'époque a labouré le visage de ces gens-là. Donc, ce que j'allais chercher, c'était des visages, des vêtements, une idée de la ville à ce moment-là. Et à partir de ça, là, je peux partir, je pars de ça, et là, c'est le travail de l'imaginaire. Je suis allée voir, j'ai vu des photos des camps, du goulag. Évidemment, on a Solzhenitsyn qui nous a donné beaucoup. Et j'ai pas voulu lui rendre visite à nouveau, justement pour ne pas être contaminée par c'est un univers qui est Varlam Chalamov, grande voix de la littérature concentrationnaire. C'est puissant. Tu lis une page et tu ne peux plus écrire. Donc je les ai mis de côté. Je suis allée plutôt chercher des informations dans des ouvrages historiques, le Goulag d'Anatole Baum, par exemple. Donc c'est vraiment des films. Je mets en scène Tarkovsky, le cinéaste soviétique Tarkovsky dans mon roman. J'ai vu Andrei Roubliev en russe.
je comprends 4 mots, mais c'est pas grave. Je crée un personnage pickpocket. Je me suis intéressée à un Français, Philippe Petit, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a un documentaire qui a gagné, c'est l'Oscar du meilleur documentaire en 2004, je pense, Man on the Wire. C'est un documentaire qui... Philippe Petit a traversé sur un fil de fer. Hein, il est passé d'une des deux... il a fait les tours du World Trade Center, il a fait le trajet, mais dans les airs. C'est un funambule fou, sans filet. Man on the Wire. Mais ce gars-là a fait des livres sur l'art du pickpocket, l'art du vol à la tire. Donc, je suis allée chercher des informations là aussi. Donc, c'est vraiment dans les séries télé. Je ne sais pas si vous avez vu c'est une série qui n'a pas été très populaire au Québec, mais elle a été produite par HBO. C'est Carnivàle. Carnivàle, à l'époque du Dust Bowl aux États-Unis. Donc, les tempêtes de sable, juste avant, même en pleine crise, crash boursier. C'est une série qui met en scène une troupe de forains. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait cette idée de la marge, de la marginalité et de la communauté qui rejoignait pas mal celle du cirque soviétique que je mettais en scène et cette pratique soviétique de la communalka, c'est-à-dire les appartements communautaires. Les gens vivaient ensemble. Nous, on coloc ici, mais vraiment la communalka, c'était... j'en parle aussi un peu dans le roman, je décris un peu cette vie de groupe. Donc, pour reconstituer une Russie qui n'existe plus, c'est-à-dire la Russie soviétique, parce que même si je prends l'avion, je vais à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, et que je me dis, je vais prendre des notes, je vais me documenter, je vais prendre des notes pour mon roman, non, parce que Leningrad n'existe plus. Ça s'appelle Saint-Pétersbourg maintenant. Les noms de rues ont changé. Il y a quelques villes aussi. Tu veux aller à Zagorsk? Non, c'est Sergeïev Posad maintenant. Les stations de métro aussi. Ça aurait été... Je pense que ça aurait été difficile pour moi d'écrire ce roman-là si j'avais fait le voyage en Russie. En revanche, la Roumanie, ça va. J'ai vu la Roumanie, j'ai pris des notes. Ce que je décris, il y a un bar que je décris dans mon roman, je le connais, ce bar. Il s'appelle Opium. Je l'ai baptisé Absinthe, mais il s'appelle Opium. Mais là, ça allait, parce que la Roumanie que je décris dans mon roman, c'est la Roumanie post-communiste. Donc, c'est un travail de documentation qui m'a demandé des mois, même presque une année d'efforts. Mais ce qui était important, c'est que j'avais déjà le récit avant ça. C'est pas plaqué, c'est pas un roman historique. Le récit est important. Mais j'ai pu, pour la deuxième version, transformer ce monologue intérieur, le transformer en roman. Et je me souviens qu'à l'époque où j'étais à l'Université de Montréal, j'étais étudiante à la maîtrise à l'Université de Montréal, si vous êtes étudiant, vous savez, il y a des lectures qu'on doit faire, des lectures obligatoires, même au bac, il y a des listes de lectures. Et je trouvais ça, comme Victoriaville, un peu étouffant. J'avais besoin d'aller ailleurs. Je me suis intéressée à ce qu'on ne m'enseignait pas, c'est-à-dire la littérature française très contemporaine. Donc, il y avait Jean Echenoz, Pascal Quignard, des auteurs vraiment de l'ellipse, du récit, dans le cas d'Echenoz. Et ces auteurs-là ont transformé ma façon de voir, de lire, d'aborder la littérature. Et mes goûts littéraires ont changé aussi. Alors, naturellement, en passant de ce monologue intérieur, première version du roman, à une narration omnisciente, la lecture de Jean Echenoz y est pour quelque chose, ça c'est sûr. Des chapitres très brefs, avec une fin, pour moi, la fin du chapitre, c'est comme une fin de roman. Il doit y avoir quelque chose, que ce soit dans une phrase, il y a le ton, il doit y avoir une conclusion même dans le ton du chapitre. Mais ça me vient d'Echenoz.
Donc, c'est vraiment en essayant de fuir ce qui allait de soi, c'est-à-dire, voilà, c'est Victoriaville, homogène, blanc, catholique, francophone. Ah ben non, moi, je trouve ça chiant, je vais aller ailleurs. Russie. Lecture obligatoire, littérature québécoise d'avant 80, littérature française d'avant 80. Echnoz, Michon, Quignard, je vais aller ailleurs. Donc, c'est toujours... Je me suis éloignée, j'allais toujours un peu dans les marges pour me trouver, pour trouver ma voie littéraire. C'est ce que j'ai cherché à faire. Mais cette Russie-là, que je mets en scène, si vous ne l'avez pas lu, cette Russie-là, elle est imaginée, fictive, mais elle est vraisemblable. D'après ce qu'on m'a dit, les Russes qui l'ont lu m'ont dit que c'était tout à fait... Et cette Russie-là, c'est moi. On parlait de territoire. Pour moi, c'est un territoire intime, c'est-à-dire que j'ai projeté sur cette Russie, je parle souvent d'écran, pour moi, cette Russie-là, c'est un écran romanesque sur lequel j'ai projeté ma nordicité. Ma nordicité et la violence qu'il y a dans ce récit-là, c'est ma caverne, c'est ma petite grotte. Donc, c'est un roman qui est pas personnel. C'est pas d'autofiction, mais il est intime, il est quand même intime. Il y a quelque chose derrière cette écriture sobre, il y a beaucoup de travail, et il y a une présence, il y a une voix. Mais je prends jamais la parole je prends la parole dans mes livres, dans la note d'auteur à la fin, je m'adresse à vous, j'écris, Ce texte-là, ce roman-là, a un autre titre, en France. C'est une autre identité. Gallimard a reçu le manuscrit, n'a pas demandé de modification, mais en fait, si, changement de titre. Alors, L'homme blanc, ça passait pas. Alors, j'ai essayé de leur fourguer luxe, et on n'a pas voulu. Alors, c'est Colia, qui est le diminutif le surnom du personnage principal. Donc, c'est la seule correction là, et la réception en France était différente, excellente, mais on ne l'a pas reçu, on n'a pas parlé, on n'a pas noté les mêmes choses, parce que notre rapport au Québec, notre rapport au territoire est différent, tout à fait. La France est un pays, le Québec n'est pas un pays, il y a quelque chose c'est différent. Pour mon deuxième roman, je ne sais pas, je suis rendue à quoi, là? Ça doit faire 10 minutes, 15 minutes. 15 minutes. OK. Malabour, que j'ai fait paraître l'année dernière, là, cette fois-ci directement chez Gallimard. On est en Gaspésie, la Gaspésie natale de ma mère, mais dans une Gaspésie imaginée, imaginaire. J'ai recréé, en m'inspirant vraiment des lieux, tout un village et ses satellites. J'avais besoin de ça. Et pour le lecteur très fin, les lecteurs très fins remarquent que les deux premières parties sont au passé simple. Il y a une raison pour ça. Le passé simple, c'est un temps de conte, c'est un temps qui met à distance le récit. Et ce que je raconte dans ces deux premiers chapitres, dans ces deux premières parties-là, c'est un drame. Et c'est une violence de conte. Je pense qu'Audrey peut comprendre. C'est une violence de conte. Alors, j'avais besoin du passé simple pour mettre à distance cette violence-là, éviter la surenchère, encore une fois. Dans la troisième partie, il y a une rupture. On est à l'indicatif présent parce qu'on quitte le temps du conte et le village imaginaire, fictif, et on arrive à Montréal et à New York, deux villes bien vivantes. On arrive aussi en pleine manifestation étudiante en 2012, donc on est dans le présent, et les personnages se recomposent, se recréent après avoir quitté le territoire fictif. Donc il y a même, on peut même marquer ces changements-là et ce voyage-là par la rupture, le passage du passé simple au temps présent. J'ai travaillé sur L'homme blanc pendant 5 ans.
parce que je travaillais aussi à temps plein. Depuis 2011, là, je me consacre exclusivement à l'écriture. J'ai moins d'argent, mais j'ai du temps. Alors, le deuxième roman m'a demandé beaucoup moins de 2 ans et demi, 3 ans de travail, peut-être 2 ans de travail, parce que j'ai accompagné l'homme blanc en promotion. Je travaille toujours à partir d'un plan. Moi, je suis vraiment, je sais pas si c'est, mais on est dans la fabrique du texte, ben voilà, j'ai toujours un plan. C'est très important d'avoir un plan qui est très détaillé, mais que je change en cours de route, qui va, mais j'ai besoin, avant de me lancer, de savoir où je vais, quitte à changer de route au bout de 100 pages, ça mais je trouve ça, j'ai besoin d'une structure. La structure est toujours très importante. Quand le roman est sorti en France début mars et au Québec fin mars. J'ai pas choisi, c'est pas que je donnais la primeur à la France, c'est parce que le livre est fabriqué en France. Le papier de la collection blanche n'est pas disponible au Canada. Donc, il a fait le voyage en bateau, et le bateau, ben, ça prend un mois. Donc, la France l'a reçu, les critiques ont sorti, j'ai lu les critiques françaises avant qui sortent ici, et dans le L France, c'est un journal, c'est pas un magazine, c'est un hebdomadaire. Et la section littéraire est très, très importante, c'est très prescripteur, et la rédactrice, Olivia de Lambertry, avait consacré 2 pages à Malabour. Et elle comparait mon roman à la série Top of the Lake de Jane Campion. Elle avait dit ce roman a la grâce de Top of the Lake. J'étais flattée, puis en même temps surprise parce que je ne l'ai pas vue, cette série-là. Elle est sortie, quand j'ai remis mon manuscrit chez Gallimard, la série n'avait même pas encore été diffusée. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Alors j'ai fait quelques recherches et j'ai souri quand je suis tombée sur une entrevue que Jane Campion a donnée. Elle disait qu'elle avait été influencée par 2 séries télé, Twin Peaks et Deadwood. Et c'est exactement les 2 séries qui m'ont accompagnée pendant l'écriture de Malabour. Et j'ai trouvé ça assez fascinant qu'il y ait une parenté comme ça, volontaire bien sûr, entre nos 2 univers. Et c'est grâce à la lecture de quelqu'un, d'une personne, que j'ai pu... Donc oui, voilà, les séries de télé ont remplacé un peu le cinéma. C'est-à-dire que il y a Jean-Simon Desrochers qui pourra en parler longuement. Il y a Marc Zaffran, qui est l'écrivain Martin Winkler, la maladie de Saxe, qui en parle très bien, mieux que moi. Mais l'importance de la série télé, l'influence de la série télé est remarquable. Les séries sont très bien écrites. On développe sur plusieurs épisodes, plusieurs saisons, voire années, des personnages, des fils de récit, ce que le cinéma ne fait pas. Le cinéma, c'est autre chose. C'est rendu qu'on a l'impression qu'un film, c'est dense. C'est très dense. On a tellement l'habitude de suivre, tu sais, une série pendant... Moi, je les dévore, je peux voir 3 saisons en 4 jours. Je suis boulimique quand je les... Mais ça nous enseigne, ça nous apprend beaucoup de choses sur la construction, sur le rythme. Et puis voilà, Deadwood. Je ne sais pas si vous connaissez Deadwood. Vous avez vu Deadwood? Ça se passe par la rue vers l'or, fin du 19e. Il y a Calamity Jane, il y a tous les bandits célèbres du Far West dans cette série-là. Et c'est écrit dans un anglais, il faut l'écouter en anglais. C'est écrit dans un anglais, c'est Shakespeare, mais gelé comme une balle. C'est vraiment, il y a une énergie, c'est cette énergie-là, comme l'énergie de la troupe de forains de Camille Vallée, c'est cette énergie-là que je suis allée chercher pour certaines scènes. Il y a une fougue et une vulgarité absolument qui m'ont inspirée. Voilà. Et Twin Peaks,
Twin Peaks, David Lynch, on attend la suite l'année prochaine, je pense. Ben, dans Twin Peaks, bien sûr, il y a une jeune femme qui disparaît, qu'on retrouve noyée. La construction est absolument éclatée, c'est baroque, c'est libre. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est cette liberté-là dans la façon de rendre le récit qui m'a vraiment accompagnée. Quand je dis accompagnée, c'est que c'est des séries que je vois et que je revois. Quand je suis en pleine écriture, c'est vraiment... donc, il y a une complexité. Territoire, je sors un petit peu du sujet du territoire, mais bon, j'ai quand même pris l'avion. Cette fois-ci, j'ai pris l'avion pour... j'ai suivi un stage en parfumerie pour en apprendre un peu plus sur l'agencement des odeurs, des huiles essentielles pour composer un parfum, puisque je mets en scène un parfumeur dans Malabour. Donc j'ai quand même, je suis allée là-bas, je suis allée chercher les informations. Et puisque Malabour, c'est le nom d'un parfum, mais aussi d'un village. Donc il y a aussi... la recherche, je l'ai poussée vraiment au max en créant ce parfum-là. Qui porte le nom de Malabour. Je pense que même Marie-Hélène va être d'accord, Audrey, Jean-François aussi, qui est romancier, l'auteur en sait toujours plus que ce qu'il offre au lecteur. On en sait beaucoup plus. Il y a, par exemple, mon troisième roman, là, je suis dans la phase de recherche, j'ai une 50aine de pages de notes. J'ai pour Malabour un dossier complet sur chaque personnage. On en sait beaucoup plus. C'est la base de l'iceberg. La base, elle est là. Et elle ne fond pas. Elle est là. Ce qu'on vous offre, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a vraiment des années de travail, de réécriture, évidemment, on va peaufiner. Par exemple, quand Colia est sorti en France, Gallimard ne me demandait pas de modification. Moi, je leur ai demandé si je pouvais me relire. Ils ont dit, bien sûr. Puis j'ai quand même modifié une centaine de passages. C'est stylistique, c'est comme point-virgule, il y en a trop, je l'enlève. C'est des caprices d'auteur parce que ta phrase évolue. Ma phrase avait évolué, elle avait changé depuis un an. Voilà. Donc, même après publication, on a Dany Laferrière qui réécrit ses livres. C'est pas... donc, il y a une somme, il y a un travail, il y a des années de réécriture, mais de travail dont on ne rend pas compte, sauf si, comme Dominique Fortier fait aussi comme moi, je fais comme Dominique Fortier des notes d'auteur. Là, on vous donne un petit... On soulève un peu le rideau. Il y a ce travail-là. Et je dois dire que chez Gallimard, respect total, j'ai pas eu à me battre. On m'a offert une réviseure qui connaissait le Québec, qui est venue une dizaine de fois au Québec, qui protégeait les expressions québécoises que je voulais protéger. Donc j'ai absolument pas eu à me battre. Donc ça c'est... mais voilà, c'est un travail c'est un travail de recherche intense pour justement situer le roman, qu'il soit, que je mette en scène la Russie que je n'ai jamais visitée, ou la Gaspésie, qui est le lieu de naissance de ma mère, que j'ai choisi de transformer un peu pour bien installer l'histoire avec un petit H. Il y a toujours dans chacun de mes romans un voyage, une émigration. Donc on émigre, c'est un voyage à l'intérieur du territoire, c'est-à-dire on part du Goulag en train, on arrive à Moscou, c'est une semaine de voyage. Donc il y a toujours un déplacement, il y a toujours on quitte Malabour en autocar jusqu'à Montréal. Montréal, on va en autocar à New York, on revient, il y a un déplacement parce que les distances, il faut les marquer aussi. On le sait, quand on veut aller à Québec, il faut prévoir 2h30, 3 heures. Mon troisième roman, je mets en scène l'Irlande du Nord.
Londres et Montréal. Je vous en parlerai pas beaucoup, juste un peu parce que ça concerne la séance. Cette fois-ci, j'ai fait le voyage. Je suis allée en Irlande du Nord, je suis allée à Belfast, j'ai vu les trous de balles, j'ai vu les... parce que c'est encore là. Parce que Belfast est une ville qui n'est pas encore touristique. Il y a des bombes encore à l'occasion. Il y a eu une alerte à la bombe une semaine avant mon arrivée. C'est pas tranquille, mais ils sont officiellement en paix. Mais c'est une guerre de 30 ans qui a pris fin en 98 avec les accords de paix du Vendredi Saint. Mais elle a pris fin en 98, mais l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, a enterré les armes en 2004 à peu près. Donc c'est une guerre récente. Donc tu sais, c'est une guerre de 30 ans, c'est une guerre civile qui a eu lieu en Europe de l'Ouest, ce qui est absolument... Et donc je suis allée. J'ai pris là, les photos. Là, cette fois-ci, je ne vais pas consulter les ouvrages de photographes courageux. J'y suis allée, j'ai pris les photos, j'ai pris des notes et j'interroge, je suis encore en train de le faire, des acteurs importants, des témoins des événements. À Londres, même chose. Je suis allée sur les lieux, il y a eu une bombe épouvantable, je ne sais plus en plastique ce que ça représente, mais qui a fait sauter une partie d'une rue de la City à Londres le 24 avril 93. Donc ça va être dans mon roman. Donc j'y suis allée, voir, donc il y a cette recherche, j'ai déjà une cinquantaine de pages de notes déjà là-dessus. Je sais qu'Audrey travaille sur l'homme blanc et la documentation. Il y a les photos de Karl de Keyser, c'est ça, je trouvais ça intéressant, je reviens pour elle. Si Henri Cartier-Bresson a fait ses photos en 1954, extraordinaires, des mises en scène, Karl de Keyser, 50 ans plus tard, a fait aussi des photos extraordinaires, mais qui étaient des mises en scène. C'est ça qui est fou, c'est de voir que d'un régime à l'autre, il y a encore un contrôle incroyable. C'est-à-dire que Karl de Keyser est arrivé 2000 dans la Zona. La Zona, c'est le nom qu'on donne aux prisons à ciel ouvert. C'est des camps, c'est encore des camps en Sibérie. Et Karl de Keyser avait été invité à faire des photos des prisonniers dans leur habitat naturel, comme si c'était des freaks dans un cirque. Et il y a une photo qui est absolument fascinante. On voit deux prisonniers qui jouent au tennis. Et quand on observe bien la photo, on réalise qu'il n'y a pas de grillage sur les raquettes. Ils ne jouent pas. C'est une mise en scène. Alors, encore une fois, une mise en scène, 50 ans plus tard, ça m'a fasciné. Mais ce que je suis allée chercher, là, c'est OK, ça c'est du cuivre. Il y a du verre de gris dans les toilettes, dans les douches. C'est des douches vraiment en pierre. OK, il mange dans des gamelles. Mon Dieu, le gars, il a à peu près 22 ans, on dirait qu'il y en a 50. C'est ça que je suis allée chercher. Les visages, labourés. Et ça, c'est des éléments qui sont... C'est une source d'inspiration, c'est une mine d'inspiration. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de partir d'un élément réel qui n'est pas moi, mais qui vient d'ailleurs, pour en raconter l'histoire. Et puis voilà, mes territoires sont, oui, à la fois imaginaires, mais j'ai vraiment l'impression que L'Homme blanc est un roman aussi québécois que Malamud. Parce que c'est une nordicité dont on fait l'expérience là. Merci. Merci beaucoup. Très intéressant. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions. J'ai laissé la parole à Marie-Hélène. Je ne sais pas si Deadwood va servir de transition. Okay, on verra. Mais avant, je vais regarder ça, moi aussi. Ouais. Moi aussi, je l'ai regardé beaucoup. Camille, d'abord, va lire un extrait. C'est 3 petits extraits tirés de Griffintown. Le jour se lève sur Griffintown,
après le temps de survivance, les mois de neige et de dormance. Un soleil précaire pointe à l'est. Sur l'horizon se profile un paysage désolé, traversé de collines de rouille, où subsiste, par strates et dans un silence condamné, toute une généalogie d'objets obsolètes. Enjoliveurs dépareillés, chaînes de vélos rompus, plaques de tôle gondolées. Au loin se dresse la montagne royale, coiffée d'une croix, insensible aux doléances des arbres, étirant vers elle leurs bras décharnés comme des indigents dans l'attente de la manne. Derrière l'écurie, le ruisseau a dégelé, et ses eaux noires courent vers le canal, vives et furieuses. Il a beaucoup neigé en avril. Une âme bienveillante a dilué un peu de vodka dans les abreuvoirs pour que les rares chevaux qui restent puissent boire pendant la saison froide. L'oscillation constante entre gel et dégel a sévèrement entaillé les rues, les transformant en véritables pièges à calèches. Il faut avoir connu les jours et les nuits de Griffintown pour entrevoir dans ce décor ingrat la possibilité d'un été fécond. 3 chevaux ont hiverné à l'écurie, mastiquant de leurs dents usées, faute de mieux, les restes de foin vert de l'année précédente. Ils recommencent à racler de leurs sabots la terre roussie, à défier la misère moite du printemps. Les bêtes faméliques lèchent de gros blocs de sel rouge. Leur respiration caverneuse chauffe l'écurie. Dans la roulotte garée tout près, l'homme qui veille sur eux a passé les dernières semaines à jouer au crible contre lui-même en attendant que la nuit passe et que sa petite chaufferette sèche enfin le bout de ses bottes humides. L'homme guette le retour des siens par la lucarne de sa roulotte. Il procédera bientôt au décompte de ceux, hommes et bêtes, dont l'hiver aura eu raison. De nouveaux arrivants occuperont les box laissés vacants à la fin de l'été. D'autres reviendront. Anciens coureurs marqués sur la gencive, percherons, belges, chevaux de labour et hongres canadiens dans leur splendeur bronze, baies, rouannes, ramenés d'Ancan au Vermont et des environs. La rumeur mate, friable des sabots déferrés, résonnera à nouveau dans les écuries. Les cochers entendront cette parade piaffante et retourneront eux aussi au bercail, aigris, mal chaussés, sans le sou, le teint blafard et le pas traînant, accordé à celui des bêtes. Deuxième extrait, le cheval fondateur. On raconte qu'avant l'arrivée du premier cheval, Griffintown était un village fantôme, une ville morte, abandonnée à sa poussière de rouille, à ses spectres. Quand les sabots d'un animal de trait s'étaient enfoncés dans la terre battue au printemps, tout avait changé. Originaire de la vallée Beauceronne, Boy avait l'épaule rompue aux travaux de labour. À son arrivée à Griffintown, on lui faisait livrer de la glace et du lait. En ville, on reconnaissait à leur bruit ses sabots sertis de fer cloutés en hiver, déchaussés en été. Quand des enfants lui tendaient un sucre, les lèvres grises de Boy se déposaient précautionneusement sur leurs paumes et il engloutissait la gâterie d'un seul gloup. Les petites mains se dirigeaient ensuite vers sa robe noisette, glissant sur l'épaule, caressant le flanc. Les hommes eurent un jour l'idée de construire une calèche pour le plaisir de la randonnée. Ils procédèrent dans les règles de l'art, l'assemblèrent à partir de bois sculptés, résistantes et enjolivées, délicates à côté des grosses calèches en acier. Après la Deuxième Guerre, d'autres chevaux vinrent rejoindre Boy à Griffintown. Mais la belle époque de loisirs et d'innocence fut de courte durée. Tout bascula lorsque le business de la calèche devint lucratif et se transforma en porte d'entrée des marchandises prohibées qui transitaient par le port. Outre les poudres et les cachets, des fourrures, des défenses d'éléphants et des oiseaux exotiques passèrent entre les mains des cochers qui abritaient aussi parfois des hommes en cavale sous leurs bancs.
Migrants illégaux, repris de justice, condamnés à mort, tout se monnayait. Un jour, un tigre fut même placé en pension dans un box. La mafia italienne ne tarda pas à s'en mêler et s'imposa par l'usage de méthodes barbares. Pour ébranler l'homme, il fallait viser le cheval. Boy fut poignardé dans la nuit et mourut au bout de son sang, dans la paille rouge, l'aorte tailladée, les yeux rivés sur l'est. Mais le soleil ne vint jamais. Troisième et dernier extrait. Angle Murray et Ottawa, dans l'ancien Horse Palace de Léo Léonard, là où passaient d'autres chevaux de trait jusqu'à tout récemment, une petite boule de feuillage a pris forme autour d'une racine de trèfle exhumée. En roulant ainsi ballottée, elle a fini par accrocher ce qui traînait autour de légers et de friables. Brins d'une vieille herbe jaunie, boutons de fleurs séchées, cheveux blancs et crins fourchus, de la corne réduite en poudre et même un peu de moelle, emmêlée au sable gris, aux racinettes de pissenlit, nervures de feuilles datant d'automne révolu, germes de sainfoin, bouts de ficelle et cordes rêches, pollen et rouille effritée, duvet de moineau. La boule prend de l'expansion, de plus en plus bouffante et ventrue, virevolte sur l'asphalte en direction de la rue des Seigneurs, comme une petite âme en proie à l'affolement. Merci. Merci. Bon, ben, ça nous met dans l'atmosphère. Hélène, je te laisse la parole. Je trouve ça vraiment intéressant d'aborder le roman à partir de la question qui nous réunit du territoire, parce que avec Griffintown, c'est quelque chose qui s'impose. Je voulais commencer mon intervention en disant que pour moi, de représenter un certain territoire, c'est pas comme tel une mission, comme ça a pu l'être peut-être à une certaine époque en littérature québécoise où on voulait nommer le pays et tout ça. Moi, c'est pas tout à fait comme ça que En fait, c'est différent pour chaque livre. Parfois, comme avec Griffintown, c'est vraiment incarné dans un lieu qui existe et dont je m'inspire. À d'autres moments, ça peut être un territoire rêvé, inventé ou effleuré, comme le nouveau livre sur lequel je travaille. En fait, c'est que je me suis retrouvée dans une auberge en France il y a un an, à peu près un an pile. Et je faisais la tournée du prix France-Québec et à chaque jour, j'allais dans un nouvel endroit. C'était surtout des hôtels. Et je me suis retrouvée, c'est à Bourgnac, tout près de Bergerac. Et puis, on dormait dans une petite auberge qui était comme au cœur de la forêt. Et c'est pas le type de forêt qu'on a, nous, ici. C'était vraiment comme une petite forêt avec des vignobles aussi. En approchant du bâtiment, il y avait des petits lapins qui se sauvaient. On voyait les petites fesses blanches. Il y avait des sangliers qui passaient. Je suis entrée là-dedans, puis j'ai eu l'impression qu'il se passait quelque chose. C'était tout en vieille pierre, un bâtiment du milieu des années 50. Et l'homme qui nous a reçus, lui, habitait dans ces quartiers un petit peu plus loin, avec des yeux bleus comme deux billes. En partant, il y avait un personnage et son fils aussi, les mêmes yeux. Et dans cette auberge-là, il y avait, t'aurais aimé ça, Perrine, il y avait une armoire à parfums, mais c'était des parfums qu'on avait arrêté de produire il y a quelques années, puis qui s'étaient empoussiérés. Il y avait des parfums vintage. Oui, il y avait aussi un petit étalage de maquillage, comme si quelqu'un avait déjà été représentant de maquillage, mais c'est était resté parti là, longtemps. comme dans le formol. C'était figé dans la maison. Et puis là, j'ai compris un peu en jasant avec le monsieur qu'il y a une femme là-dedans qui est partie. Je n'ai pas su toute l'histoire, mais je suis sortie de là en me disant, OK, il y a un roman dans cette maison-là. Et j'ai à peine effleuré ce territoire-là. J'ai dormi 2 nuits là. J'ai pris des photos. Il y avait beaucoup de toiles sur les murs. Puis il y en a une qui me fascine. Puis je la vois en ce moment comme peut-être la couverture du livre. C'est un fusain, là. C'est un petit dessin. 2 personnages à cheval. Une femme qui monte en Amazon, donc les 2 jambes du même côté avec sa jupe. Et qui fait boire un cavalier un peu maladroit à côté, mais qui l'oblige à boire avec une gourde.
Et dans la torsion de la femme, il y a quelque chose de très maîtrisé parce qu'en plus, elle est en Amazon, donc elle est débalancée. Elle maîtrise le cheval, elle fait boire l'autre qui est comme un peu étourdi par la situation. Il y a de quoi dans cette toile-là que j'ai failli mettre dans ma valise, mais je me suis dit, ouais, ça serait quand même impoli, tu sais, ces gens-là me reçoivent. Mais j'ai la photo chez moi, puis je la regarde tout le temps en travaillant. Il y a quelque chose qui porte l'histoire là-dedans. Donc, tout ça pour dire que c'est un territoire que je vais inventer, je vais nommer la ville autrement, je vais changer ça parce que je souhaite pas que quelqu'un lise en disant « Ah, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça. » Voilà. On se protège Ouais. on se protège en réinventant le lieu qu'on connaît. Oui. Absolument. Mais Griffintown, c'est autre chose parce que je peux vous raconter un peu comment je suis arrivée à Griffintown, qu'est-ce qui m'a menée dans ces lieux-là. Moi, j'ai fait ma maîtrise ici à l'UQAM. Ça faisait un petit moment que j'étais pas passée dans l'université, donc ça me fait drôle quand même d'être ici. Et puis, après ma maîtrise, comme plein d'étudiants en littérature, j'avais une job dans une librairie, Renaud-Bré. Je travaillais à la section cadeaux et j'étais caissière. Et j'espérais un jour peut-être devenir libraire et c'était interminable. Je travaillais comme en soirée, il n'y avait personne. On n'avait pas le droit de lire. Parce qu'on n'a pas le droit de lire chez Renaud-Bré. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais moi, je me cachais. J'avais un petit bouquin, puis là, je cachais ça en dessous de la caisse quand je voyais le gérant descendre dans l'escalier. Bref, c'était sûr que je ne pouvais pas passer trop de temps là. J'étais en train de crouler sous l'ennui. Et un ami, à un moment donné, a vu une petite annonce cochée, recherchée dans le journal. Et puis, il s'agissait de suivre un petit cours à l'ITHQ, là, pas très loin, au coin de Sherbrooke, pour savoir un peu comment décrire la ville. Et aussi faire un petit stage avec les cochers pour éventuellement avoir un permis de conduire des véhicules hippomobiles. Parce que c'est tu montais déjà à cheval? Oui, c'est ça. Moi, j'ai monté à cheval pendant toute ma jeunesse, depuis que j'ai 8 ans. Donc, je m'ennuyais un petit peu des chevaux. Et je me suis dit, ça pourrait être pas mal plus fun qu'être caissière de la section cadeaux chez Renaud-Bré. Plus exotique, en tout cas. Et divertissant. Donc, j'ai fait ça. Et je me suis retrouvée, mais vraiment dans un univers que comme montréalaise, je connaissais pas et que peu de Montréalais connaissent d'ailleurs. C'est vraiment comme un monde avec ses codes, un monde fermé, avec des personnages, des gens qu'on côtoie pas autrement, des repris de justice, des gens qui se font un peu de sous avant d'aller en prison en septembre. Des anciennes prostituées, c'est comme dans Deadwood, là. C'est vraiment ce type de faune-là. Et puis, c'est particulier quand tu arrives là parce qu'on était, je pense, une trentaine d'aspirants cochers, puis il y en a 3 qui sont restés. Premièrement, c'est très dangereux là, de conduire une calèche. Moi, à ma première journée, j'ai eu un grave accident. J'ai failli tout arrêter, mais c'est compliqué. Quand tu es habitué d'être sur le cheval, là, tout à coup, tu es complètement en arrière, tu as juste ta voix et tes mains pour le guider, tu n'as pas toute l'intervention du corps là-dedans. Puis c'est un univers assez brusque, là, tu sais, quand tu sors de l'université et tu es propulsé là-dedans, les filles s'occupent des filles, les gars s'occupent des gars. Tu as comme 2 semaines où on te permet d'apprendre, première chose, à faire reculer ta calèche, ce qui est comme très, très, très compliqué. Il ne faut pas accrocher les autres cochers. Il faut réussir aussi à se stationner dans le garage à calèche. C'est comme un parallèle, mais comme si tu avais un autre véhicule à l'arrière. En tout cas, c'est pas si simple. Et puis, il faut que tu prennes soin de ton cheval, etc. Donc, il y a 2 semaines, puis il y a, moi, je les appelle les vieilles peaux dans le livre, c'est les anciennes prostituées qui te gueulent dessus, là, tu sais, puis qui essaient de voir si tu fais bien ton travail, puis... mais moi, j'ai tout de suite eu envie de m'inscrire dans cet univers-là. Il y avait quelque chose déjà en partant que je trouvais magnétique, qui me fascinait, qui m'intriguait, qui m'intéressait. Et je trouve que la posture du cocher sur son banc de calèche est un peu semblable à celle du narrateur objectif. C'est-à-dire que tu surplombes un peu l'action. Tu es très souvent arrêté, en train de voir à 360 degrés tout ce qui se passe autour de toi. Ça a l'air de rien, mais juste observer l'architecture quand tu es assis à cette hauteur-là correspond à être peut-être un petit peu au-dessus d'être assis sur le toit d'une voiture, là, à peu près à cette hauteur-là. Là, tu remarques autre chose autour de toi. C'est pas la même vision, là. C'est vraiment comme un autre regard.
Ce qui fait que même quand je me promène dans le vieux à pied, je suis un peu perdue parce que moi, je connais vraiment le vieux à la hauteur du banc du cocher. Et puis bon, il y a des journées, évidemment, quand tu commences, on va moins te mettre le samedi soir ou le vendredi soir quand il y a beaucoup d'action parce que tu apprends le métier. Donc, c'est assez long. Puis il y a des longs moments où on observe ce qui se passe autour. Et c'est complètement fascinant. Tu parlais de pickpocket, là. Moi, j'ai vu ça aller, des cochers pickpocket, il y en a plein. Les touristes qui s'approchent pour demander leur chemin, ben ils repartent pas avec leur passeport. Ça se passe comme ça. Puis moi, je voyais comment ils fonctionnaient, puis j'en revenais pas, tu sais. Puis c'est des personnages. Ils ont tous, presque tous un nom, soit qu'on leur a donné ou qui se sont choisis pour eux, parce que chaque cocher porte 3 histoires. Il y a une histoire souvent qu'ils essaient d'oublier. Il y en a un, c'est un ancien itinérant. Là, il s'est mis à faire de la calèche. Ça l'a comme sauvé. C'est lui qui était à la basilique Notre-Dame. Là, finalement, il est passé de l'autre côté avec les cochers, juste comme commissionnaire. C'est-à-dire qu'il faisait les commissions. Puis à un moment donné, il est devenu cocher. C'est comme une nouvelle vie pour lui. Puis il a le même cheval depuis 10 ans. Il conduit jamais en regardant où est-ce qu'il s'en va. Il est reviré à l'envers avec toujours le même cheval. Pour lui, c'est un salut. T'sais, la calèche, c'est un salut. Les chevaux et les hommes ont plusieurs vies derrière eux. Puis il y a leurs personnages, la légende qui se sont inventés comme pour oublier autre chose. Puis quand ils ne sont pas là, les autres vont te raconter une autre histoire de cette personne-là. Il y a toutes sortes d'histoires aussi qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou non. Comme par exemple, dans ce qui a été lu tout à l'heure, il y avait la question des marchandises prohibées qui passaient par les mains des cochers. Mais les caléchiers sont tout près du port, donc effectivement, les marchandises ont à une époque transité beaucoup par leurs mains. Et la mafia s'est mêlée de ça, mais j'ai pas tous les détails, sauf que justement, c'est ça qui est le fun, parce que si je faisais juste raconter toute une histoire telle qu'elle, ce serait moins intéressant. Moi, il faut que je puisse me l'approprier et que la fiction intervienne. Donc, j'ai un peu recueilli toutes ces histoires-là, en ne questionnant pas la vérité de ces histoires. J'ai tout pris pour du cash, finalement, puis ça me plaisait de le faire comme ça. C'est quand il me raconte qu'un cheval a sauté par-dessus une BMW avec une calèche en arrière de lui. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je veux croire que c'est vrai. Mais c'est beau, l'image est forte. Ouais. Donc c'est ça, la première année, j'étais bien trop occupée à me concentrer sur ce que j'avais à faire puis à ne pas me perdre dans les sens uniques du Vieux-Montréal pour commencer à penser à peut-être écrire sur cet univers-là. Je l'ai fait une 2e année, puis là, je me suis sentie quasiment comme Zola, quand il a écrit Germinal. Il est allé voir les miniers, il les a accompagnés, il a essayé de comprendre leur vie, au-delà de leur métier, comment ça se passait. Je me suis dit, waouh, j'ai vraiment. C'est pas comme si je m'étais dit, je vais faire l'étape de la recherche et ensuite écrire. C'est comme, j'ai toute cette matière-là. Ça n'a pas été raconté dans des romans encore. Ça m'appartient. Et si je ne dis pas cette histoire-là, elle ne sera pas connue. C'est comme si j'avais accès à quelque chose, à une matière brute. Et je réalisais à quel point c'était précieux. En plus d'être fascinant, ils ont tout un vocabulaire. Il y a des termes, premièrement, le vocabulaire équestre, juste de nommer les parties de l'attelage, tout ça, c'est un très beau vocabulaire avec des mots comme trusquin, aquilloir. C'est des mots que volontairement dans le roman, je n'ai pas décidé de tout définir avec des notes de bas de page parce que ça fait toujours sortir le lecteur de sa lecture. Puis avec mon éditeur, on a choisi de ne pas mettre un lexique parce que, Hemingway, quand il parle de pêche, lui non plus, il ne le fait pas. Tu peux aller chercher dans le dictionnaire si tu veux tout savoir, mais sinon, tu comprends grosso modo que c'est une partie de l'attelage et aussi pour la sonorité du mot, c'était le fun de les employer. Mais ils ont aussi leur propre vocabulaire, qui est un vocabulaire qui commençait déjà à me mener à la question d'un western. Par exemple, quand tu es un cocher en ligne et que tu attends les clients, souvent le client va choisir la première calèche au bout. Il y a des cochers, quand ils trouvent qu'à leur stand, à l'endroit où ils sont posés, il ne se passe rien, puis qu'ils voient qu'il y a d'autres cochers que ça circule plus, ils viennent à un autre stand et ils se mettent en avant parce qu'ils viennent juste d'arriver, souvent avec une face d'innocent. On appelle ça « voler le gun », parce que souvent ce cocher-là, il va tout de suite embarquer quelqu'un puis il ne reviendra pas, t'sais. Donc, voler le gun en partant, c'est comme des cow-boys, là. On est dans un duel. Aussi, quand ils disent « Ah, j'ai 3 cloches, t'as combien de cloches? » Ça veut dire qu'ils ont $100.
c'est une façon de savoir si ça roule à leur stand. Fait que moi, je notais un peu ce vocabulaire-là, en plus de recueillir les histoires. Puis c'est comme les pêcheurs, hein, ils demandent juste ça, raconter un peu, les chauffeurs de taxi, c'est long, fait qu'ils racontent des histoires. Donc, il a commencé à y avoir des nouvelles qui ont émergé de ça dans mon recueil La mort de Mignonne et autres histoires. Ben justement, Mignonne, c'est l'histoire d'une jument de calèche qui s'évade pendant la nuit, puis c'est toute sa traversée de la ville. Cette histoire-là a été inspirée par une image qui m'a vraiment ébranlée. C'est l'image d'un cheval mort par terre avec une couverture qui ne recouvre pas tout le corps de l'animal et on voit les 4 sabots qui dépassent. Cette image-là, pour moi, était vraiment forte, saisissante. Elle me questionnait, je trouvais ça beau et triste en même temps. Et je me suis comme propulsée dans l'écriture avec cette image-là en tête parce que ça disait quelque chose et j'essayais de comprendre quoi. Donc, j'ai commencé aussi à avoir envie de faire des portraits de cochers. Mais pendant longtemps, je me suis demandé comment raconter leur histoire. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais envie de... Moi, quand j'investis la fiction, j'ai besoin de mettre un peu de moi, de tordre le réel, d'aller dans l'invention. Je voulais aller plus loin que de juste faire une sorte de peinture de cette société-là, de cette communauté. Ça aurait pu déjà être intéressant, mais j'ai besoin de plus quand je m'investis dans un livre. Donc, j'ai commencé à faire un peu comme quelqu'un qui fait des croquis, des esquisses, là, tu sais, à faire un portrait d'un tel. Mais je n'étais pas encore dans la prise en charge d'un récit. Je n'étais pas encore là-dedans. Et puis, ça a été assez long avant que l'écriture d'un roman vienne, même que j'ai fait une série jeunesse entre-temps. Je n'avais pas encore compris comment prendre en charge toute cette histoire. Par contre, à un moment donné, je me suis dit, c'est un monde qui disparaît devant mes yeux. C'est quand même particulier. Parce que moi, quand j'ai travaillé dans Griffintown, premièrement, je ne savais même pas que ça s'appelait Griffintown. Moi, j'appelais ça Pointe-Saint-Charles. Griffintown, c'était pas un mot qu'on voyait à chaque page les pages de l'immobilier, de la vente de condos, comme on voit dans les journaux maintenant. J'aurais jamais pu imaginer que des gens allaient vouloir s'installer là-bas un jour. C'est dommage aussi parce que c'est le quartier où les Irlandais sont venus s'installer. Donc, il y a des traces, même dans l'architecture, d'une certaine histoire de la ville qu'on connaît peu et assez mal. Puis d'ailleurs, quand on a développé ce quartier-là, on l'a fait un peu n'importe comment parce qu'on n'était pas au courant de cet héritage patrimonial-là. Et puis, c'est assez laid, c'est assez glauque. Ben, là, c'est autre chose, mais c'est des rues mal entretenues avec des entrepôts, des graffitis, un panier d'épicerie qui traîne en plein milieu, tout rouillé, vraiment des amoncellements d'objets abandonnés, avec une écurie tout à coup. C'est quand même... c'est un peu space quand tu vois ça la première fois, puis les cochers, ils sont assis sur des bottes de foin, puis il y a le canal qui passe juste en arrière. Là, tout à coup, tu es dans un autre monde avec les écuries qui sont là. Mais le quartier de Griffintown, j'aurais jamais pu imaginer vraiment que ça deviendrait un endroit convoité avec des super condos et tout ça. Et là, les années ont passé. Moi, j'ai fait ça en 2003-2004. Et là, j'ai vu que la transformation commençait. Que là, tout à coup, il allait y avoir des condos, que les gens voulaient aller s'installer là, non loin des écuries, qu'il y aurait probablement des écuries qui allaient être détruites. J'ai vu que tout ça se tramait et je me suis dit, OK, c'est un monde qui disparaît, c'est un monde en déclin. Qu'est-ce qui va se passer avec les cochers? Est-ce que c'est un business qui est désuet, obsolète? Est-ce qu'on doit s'en départir comme là à New York c'est arrivé? Est-ce qu'on doit plutôt mettre tout ça en valeur parce que le cheval est comme un compagnon dans l'édification de la ville de Montréal? C'est un animal qui a été notre allié dans les guerres, dans les transports, tout ça. Est-ce qu'on doit continuer à le mettre en valeur même encore plus? Parce que la race du cheval canadien aussi, dont on célèbre les 350 ans cette année, c'est l'arrivée du cheval en France. Ça fait 350 ans pile. Et c'était des chevaux, des haras royaux. Donc, des chevaux de trait issus du percheron, mais qu'on a, nous, adaptés au climat rude qu'on a eu ici. Donc là, on parle de territoire. Bien, le cheval a toujours été un allié de l'homme dans l'appropriation de ce territoire-là, que ce soit pour se déplacer plus vite sur le territoire. Au départ, c'était une grosse modification du rapport au temps, que ce soit pour labourer les champs,
se déplacer, les transports, tout ça, c'était un allié important, le transport de la glace et du lait, des briques pour fabriquer les bâtiments. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt considérer l'animal comme un patrimoine vivant? Bon, c'était ma partie éditoriale là, de la communication. Mais bref, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une urgence de dire Griffintown parce que ça disparaissait devant mes yeux assez rapidement. Et puis à un moment là, je cherchais toujours comment raconter l'histoire. Et Monique Proulx, l'écrivaine qui a écrit plein de beaux livres, Champagne, Le cœur est un muscle involontaire, Les Aurores Montréal, etc. Elle m'a dit à un moment donné, ça t'appartient, cet univers-là, tu sais, t'es comme responsable de dire ce monde-là qu'on ne connaît pas. Et quand Monique Proulx te donne un conseil, tu te dis, OK, je vais le noter et le prendre. Et donc, aussi, je me suis dit, je vais commencer par nommer le territoire. C'est drôle parce que quand je suis arrivée à l'UQAM, en littérature, c'est une des premières affaires qu'on a apprises. On lisait les lettres là, des jésuites, tout ça. Il y avait la question de nommer pour s'approprier. C'est comme le geste de l'explorateur, tout de suite donner un nom. Tu sais, quand tu adoptes un animal, tu lui donnes un nom, puis ça devient ton animal. Quand tu as un enfant, c'est comme le premier geste. Donc, j'ai commencé par vouloir nommer ce territoire-là. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que, OK, je le nomme même pas comme il faut. C'est pas Pointe-Saint-Charles, c'est Griffintown. Et là, j'étais contente parce que ça sonne comme un village western. Hein? Il y a une résonance, Boomtown, tout à coup, il y a comme un « wouhou » qui est apparu quand j'ai su que ça s'appelait Griffintown. Et c'est ça, il y a eu une volonté aussi, il y a quelque chose de l'ordre de « ça va devenir mon territoire ». Puis je le dis, là, pas de honte à avoir, mais ça va être à moi, ces lieux-là. Ben, il y a une petite partie, je te laisse Saint-Henri, Daniel Grenier, qui a écrit Malgré tout, on rit à Saint-Henri. On s'entend qu'il faudrait pour faire un donc, quand j'ai commencé à le nommer et à entendre la résonance western, je me suis dit, mais je connais pas toute la culture western. Moi, je viens de la selle anglaise, je faisais du saut d'obstacle. Comme toute cavalière de la selle classique, je snobais un peu l'école western. Et là, je me suis dit, OK, il faut que je connaisse toute cette culture-là qui m'échappe pour le moment. Et donc, parce que aussi, c'est que j'ai commencé à dire à mon éditeur, je vais faire ça à la western, tu sais. Les cochers, c'est un peu comme des cow-boys. Puis à un moment donné, on s'est dit, si je suis pour le faire, il faut que je fasse l'équation complète. Les cochers, ce sont des cow-boys. Griffintown, c'est un village western. Il faut pousser jusqu'au bout. C'est pas juste une métaphore. Il faut que je le prenne comme tel puis que je joue le jeu. Et puis, peu à peu, j'ai trouvé comment dire ce territoire-là, c'est-à-dire que le western allait me servir de trame. C'était plus qu'un prétexte parce que j'ai joué le jeu comme il faut. Mais puis ça va plus loin parce que je dépeins quand même un monde, un univers, une réalité qui est vraie, là. Mais sauf que c'est devenu une trame puis un terrain de jeu formidable. Donc là, j'ai fait mes devoirs, j'ai réécouté les grands classiques, là. Il était une fois dans l'Ouest. Mais mon préféré, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. C'était l'année aussi où est-ce que l'album Rome est sorti. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est Danger Mouse qui a travaillé avec un gars qui s'appelle Daniele Lupi, qui est un musicien qui a collaboré aux trames sonores des films de Sergio Leone avec Ennio Morricone, qui est un très grand compositeur de western spaghetti. Et eux autres, ils ont demandé à des gens comme Jack White, Norah Jones, un paquet de monde, d'embarquer dans ces univers-là western, mais dans des formules plus chanson-pop. Donc, ça devient des tunes de 3-4 minutes. C'est super beau. Oui, puis tu as Jack White avec sa voix. Lui, il raconte une sorte de duel. Même Norah Jones, que je trouve un peu boring, là-dedans, devient intéressante. Et puis tu as des musiciens aussi, des trames d'Ennio Morricone. Donc, déjà là, je voyais une actualisation d'un genre très fixé. Parce qu'il fallait que j'apprenne aussi comment composer avec des clichés. Parce que les clichés, tu sais, on vient qu'à les trouver un peu désincarnés, sauf qu'au départ, pour qu'une figure fasse école et devienne un cliché, il faut qu'elle ait été très, très forte et très signifiante. Donc, il fallait que je puisse les réinvestir à ma façon.
Ça, c'était un peu compliqué de comprendre comment j'allais faire ça. Tout à l'heure, l'extrait qui a été lu, c'est la description d'un... Le mot en français, c'est virevoltant. Un virevoltant, c'est un tumbleweed, c'est l'espèce de boule de feuillage puis de cactus qui roule sur la route avant un duel. Mais il n'y a pas de cactus à Montréal, donc ça va être quoi le tumbleweed? Ben, c'est tout ce qui a été nommé, là. C'est une énumération qui dure une demi-page. C'est de la corde avec des plumes de moineaux, du petit feuillage, des branches de pissenlit. C'est ce qui traîne dans l'air de Griffintown, la petite poudre de rouille. C'est ça, le tumbleweed. Donc, j'ai approché les clichés, puis même, des fois, je jubilais complètement parce qu'à la fin du livre, on va exhumer un cadavre de cheval qui était dans le ruisseau. En fait, le ruisseau est vidé, puis il découvre que, OK, il y a un squelette de cheval là-dedans. Puis là, il y a des petites couleuvres brunes qui sont accrochées au flanc, dans les côtes. Et juste cette image-là là, du serpent dans les flancs souvent c'est plus un bovin, là, ici c'est un cheval. Moi, je jubilais, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir finalement à investir tout ça. Et puis, parallèlement à ces œuvres-là, je me suis tapée aussi la trilogie des confins. Les confins, les limites du territoire, c'est sûr que le territoire et ses limites, la frontière, quand tu t'intéresses au western, c'est sûr que c'est une question qui va devenir importante, t'sais. Donc, le premier tome, c'est, les derniers, de Si jolis chevaux. Là-dedans, j'ai trouvé aussi des réponses à comment faire pour aller chercher le lyrisme qu'il y a dans les films de Sergio Leone. Parce que lui, il y a Morricone qui compose ses trames pour lui, mais moi, j'ai pas de trame sonore. Donc, comment je vais réussir à décrire des paysages très rudes, des hommes avec des visages graves, sans trame sonore? Ben, la réponse est venue en lisant McCarthy, c'est dans le style. Mon éditeur a parlé de mon style fleuri brutal, parce qu'il y a quelque chose de très raide, mais on va vers la prose poétique. Il y a un souffle assez lyrique. Tantôt, tu as lu le début du livre. C'est sûr que ça allait commencer avec le soleil qui se lève. Il y a quelque chose qui est martelé comme le pas d'un cheval. Il y a une rythmique aussi à trouver dans le texte qui porte tout ce récit-là, qui était à développer. Et puis, ce qu'il décrit, lui, c'est ça, c'est des bonhommes dans des paysages désertiques, mais il y a de quoi qui fly très haut parce qu'on a le style qui amène ce lyrisme-là. Ça, c'était important de découvrir comment faire en allant vers un western en roman. Puis, tu sais, tantôt, parce que la rencontre, la première question que tu me posais, tu sais, dans la description de cette rencontre-là, c'était écrire d'où? Et puis, écrire, moi, j'ai envie de répondre, écrire d'Amérique du Nord. Toi, tu as parlé de la nordicité, des grands froids. C'est-à-dire, j'écris de moi, je parle de moi. Oui, c'est ça, du lien avec la Russie. Intime, c'est ça. Oui, puis moi, j'ai envie de dire le côté américain, oui. Il est là, il est très là, Amérique du Nord, mais j'écris en français. Puis aussi, quand on me pose la question de l'engagement, moi, j'ai envie de dire, parce que j'écris en français en Amérique du Nord, je suis engagée. Et moi, c'est un peu comme ça c'est ma réponse à moi, là. C'est comme ça que je comprends les choses. Et oui, petite distinction aussi, départager les deux types de western, c'est-à-dire le western traditionnel, manichéen, assez plate à regarder, hein, assez interminable, c'est-à-dire que ce type de western-là est voué à glorifier les valeurs de l'Amérique, les belles valeurs de l'Amérique, et puis le western spaghetti, là, on est ailleurs, là. On colle plutôt à un seul protagoniste qui va souvent devenir anarchique, c'est les pulsions sexuelles primaires, les excès de violence. On est dans le personnage de Al Swearingen là, dans Deadwood. Cocksucker. Et c'est la quête d'un... Comment? Cocksucker. Oui, c'est ça. C'est le mot qui revient, je pense, aux trois phrases. C'est un cinéma de série B, mais qui va quand même engendrer de très grandes œuvres. Donc, moi, c'est sûr que je suis plus là-dedans. Aussi, ce que j'ai, en regardant ces films-là, c'est de voir comment on oscille entre un plan panoramique
juste la scène du début d'Il était une fois dans l'Ouest, là, ils attendent un gars, ils sont à la gare. Là, c'est très panoramique, mais là, tout à coup, il y a une mouche qui apparaît, qui vient comme sur la joue du gars. Là, c'est un cadre très serré sur son visage, sur une main. Puis ça, c'est long, là, ça prend du temps, mais c'est beau. Donc, moi, j'ai fait ça aussi, tu sais, dans le focus narratif de Griffintown. C'est pas quelque chose qui a été relevé, mais moi, c'est aller jusque-là. Les gens ne lèvent pas ça, mais nous, il faut le lire avec cette lunette-là. Ça dépend comment tu t'approches l'œuvre. D'autres défis aussi que j'ai rencontrés sur mon chemin, c'était comment écrire sur les chevaux. Parce que, évidemment, le gros piège quand tu mets en scène un animal, c'est de l'anthropomorphiser. Je voulais complètement éviter de tomber là-dedans. Quand quelqu'un me dit que je donne une âme aux chevaux, je sais pas trop, là, je pense pas que j'en donne aux humains, je sais même pas si on a une âme. Donc, moi, je les décris vraiment comme je les connais très bien, je les connais à fond, complètement. Les personnages de chevaux, il y en a autant que de cochers. Eux aussi, ils ont plusieurs histoires derrière eux. Il y a le petit coureur qui a fait les courses, qui conduit la plus petite calèche puis qui va vite. Il y a Boy, que j'ai inventé un peu son histoire, l'arrivée du premier cheval. J'ai comme imaginé ce que ça avait pu être. Donc, c'est ça, il y a l'intégration du personnage d'animal dans l'histoire. Donc, tout ça pour dire que c'est ça, l'enjeu d'écrire le territoire était très important, en particulier dans ce livre-là. Puis, j'avais envie de terminer en rebondissant sur la question de écrire d'où. Bien, il y a aussi la question de d'où on lit, d'où est-ce qu'on lit le livre, parce que quand j'ai fait la tournée pour le prix France-Québec, mon livre venait juste d'être lancé en France. Et puis, là, j'allais rencontrer les gens dans les bibliothèques, dans les écoles, tout ça. Et eux autres, ils avaient lu le livre, mais ils ne savaient pas que ça existait pour vrai, tout ça. Ils tombaient vraiment en bas de leur chaise quand je leur disais que, non, à Montréal, c'est un quartier. Pour votre information, là, c'est entre la rue Notre-Dame, le canal La Chine, la rue des Seigneurs, puis à peu près jusqu'à McGill, là, grosso modo, c'est ça, Griffintown. C'est minuscule, là, c'est tout petit. Donc, pour eux, c'était vraiment surprenant que, ouais, il y a vraiment ça pour vrai. Puis, eux autres, ils veulent venir voir les cochers, tu sais, même. C'est pas vraiment un attrait touristique. La porte n'est pas grande ouverte à qui veut. Si tu t'en vas là, tu risques de te faire accueillir par un chien qui a les dents sorties, puis un gars qui a une tête de fin du monde, puis qui ne voudra pas que tu rentres pour aller voir les chevaux. Là, c'est pas comme ça tout à fait. Mais j'ai aussi été lue par les cochers, qui eux en revenaient pas. Tu sais, aussi se trouvent dans. Moi, j'avais peur que s'ils lisent le livre, ils me disent oui, mais c'est pas vraiment ça ma vie, parce qu'ils l'avaient fait pour certaines nouvelles que j'avais écrites. Tu sais. Là, j'avais peur qu'on me reproche dans la communauté des cochers de ne pas avoir collé tout à fait au réel, mais c'est pas comme ça qu'ils m'ont lu. Pour eux, c'est comme si cette vie-là, cette vie de misère, là, c'est sûr que là, c'est magnifié par le genre western, mais c'est une vie qui n'est pas facile. Il n'aurait jamais pu imaginer que ça allait inspirer une auteure, que ça allait inspirer un livre, puis tout à coup, de se lire dans ces personnages-là, ça ajoute à leur propre légende. Ils se cherchent, ils se trouvent, ils m'écrivent des petits mots sur Facebook. Donc, ça, c'était le fun aussi d'être lu par ces gens-là. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup.